Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon studio parce qu'il faut qu'on parle. Non, j'ai l'impression que je vais vous engueuler, pas du tout. Il est l'heure tout simplement de la petite FAQ annuelle. Tous les ans, on fait un petit point pour parler, vous et moi, pour que je puisse vider mon sac, pour que je puisse répondre à vos questions parce que généralement, il y a des choses qui se passent au cours de l'année où je parle pas beaucoup de ma vie personnelle, donc des fois vous êtes un peu perdus, chose que je comprends. Et c'est l'occasion justement de discuter, de mettre un petit peu les choses à plat, de me livrer un petit peu plus et parfois de taper du poing sur la table. Bien évidemment, dans cette vidéo, on va pas se mentir, ça va beaucoup parler d'amour parce que c'est un peu le thème de cette année. Et moi j'ai pas mal de choses à vous dire, donc je suis très contente de parler avec vous. D'habitude, on se retrouve dans mon salon, on fait un petit Lego, on boit un petit thé. Il y a le thé, ne vous inquiétez pas. Je vous expliquerai justement dans la vidéo pourquoi est-ce que je suis pas très à l'aise de filmer dans mon salon en ce moment. En tout cas, on se retrouve vous et moi pour ce petit moment, donc écoutez, allez vous chercher un truc à boire, un truc à manger et on est parti. Juste avant que la vidéo ne commence, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo puisqu'il s'agit d'ExpressVPN. On passe de plus en plus de temps sur nos écrans et donc sur internet, mais on n'est pas forcément protégé face aux dangers d'internet, notamment contre le vol de données ou bien se faire pirater sa chaîne YouTube 2 fois d'affilée dans la même année. Par exemple. Et c'est justement pour nous protéger qu'ExpressVPN a été conçu. Un VPN ou bien un réseau privé virtuel, c'est tout simplement un tunnel entre nos appareils et Internet. Un VPN est justement conçu pour préserver la confidentialité et la sécurité de nos activités en ligne. Je sais pas si vous êtes au courant, mais notre fournisseur d'accès Internet peut voir et enregistrer absolument tout ce qu'on fait en ligne. Et justement, ExpressVPN permet de crypter et réacheminer 100% de notre trafic réseau via des serveurs sécurisés. Et même le propriétaire du routeur Wi-Fi qu'on utilise comme notre patron ou notre meilleur pote à qui on pique sa Wi-Fi peut avoir accès à nos informations. Peut également voir tous les sites web de notre historique de navigation. Mais avec ExpressVPN, votre historique de navigation reste complètement caché et confidentiel. ExpressVPN vient aussi sécuriser nos données. Les réseaux Wi-Fi non cryptés, donc c'est-à-dire tous les réseaux publics, ceux des restaurants, ceux des hôtels, ceux des bars, ou même par exemple celui du train quand tu veux te connecter pour travailler ou pour regarder une série. Et bien tous ces Wi-Fi qui sont absolument non cryptés, ce sont des cibles faciles pour les pirates informatiques. Et c'est justement comme ça que certains ont réussi à récupérer mon adresse mail, mes mots de passe, se connecter à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, à mon TikTok. Un bonheur. ExpressVPN vous permet aussi de débloquer du contenu qui est initialement bloqué dans le pays dans lequel on vit ou dans lequel on est actuellement. Je pense que vous le savez, mais il y a pas mal d'applications, pas mal de sites de streaming aussi qui vont venir bloquer du contenu en fonction de l'endroit où vous êtes dans le monde. Et bien ExpressVPN va vous permettre de changer votre localisation à votre guise pour vous permettre d'avoir accès à tous les contenus du monde entier. Grâce à ExpressVPN, vous pouvez changer votre adresse IP pour l'un des 105 pays qui vous donne justement la possibilité de regarder des millions de nouvelles émissions. Par exemple, moi je suis une énorme fan de Walking Dead et de toute la licence Walking Dead et Fear the Walking Dead, la dernière saison elle a été bloquée pendant super longtemps en France alors qu'elle était dispo aux États-Unis et grâce à ça j'ai pu la regarder en avance. Et autre exemple, en France on a une loi qui fait que quand un film est sorti au cinéma, faut attendre 17 mois avant qu'il soit disponible dans les plateformes de streaming françaises, mais il n'y a pas cette loi aux États-Unis. Donc par exemple le film The Marvel qui sortira que en été 2025 est déjà sorti sur les plateformes de streaming Disney+ aux États-Unis. Donc grâce à ExpressVPN, vous n'avez plus à attendre pour regarder vos films. C'est ultra facile à utiliser, vous avez juste à vous connecter en un seul clic et vous pouvez même connecter jusqu'à 8 appareils simultanément avec un seul abonnement. Donc si vous aussi vous avez besoin d'un VPN, vous avez le lien directement dans la description et en cliquant sur ce lien, vous avez 3 mois gratuits. Merci encore à ExpressVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on est reparti pour notre petite FAQ annuelle. Je pense que vous l'entendez un peu à ma voix, je suis malade, j'ai été covidée en 2024. Qui est encore covidé en 2024? C'est un truc de fou, je pensais que ça n'existait plus. On va commencer par une question un petit peu d'introduction comme ça et après je mettrai les 2 pieds dans le plat. Comment est-ce que je vais? Vous avez été beaucoup à poser la question, ce qui est un peu mignon, mais ce qui montre que j'ai pas l'air d'aller si bien que ça visiblement. Là actuellement en décembre 2024 ça va vraiment très bien. On va dire que les 6 derniers mois ont été d'une violence extrême. J'ai perdu pied pas mal de fois. J'ai souffert, vraiment bien souffert. Là je suis arrivée à un stade où j'ai passé la vague et c'est vraiment le calme après la vague, vous voyez. Vraiment là en ce moment ça va très bien, que ce soit professionnellement, humainement, psychologiquement, mentalement, tout va très bien. Donc je suis très contente. Je pense que je vais pas vous faire durer le suspense et vous mettre les questions les plus intéressantes à la fin parce que c'est vraiment une vidéo qui s'adresse
s'adresse plutôt aux gens qui me suivent, ma communauté de cœur. Donc je vais pas vous faire le coup de rester jusqu'à la fin, je répondrai à cette question. On va mettre les pieds dans le plat directement comme ça, on n'en parle plus. Et on va parler de la vidéo rupture. J'ai pas mal de choses à vous dire. Alors certains l'ont vu parce que vous m'avez posé la question, pourquoi est-ce que j'ai supprimé la vidéo qui annonce qu'on se sépare avec Chris. Alors déjà, parce que Chris me l'a demandé. Et deuxièmement, parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est-à-dire que, on l'a dit, les personnes qui nous connaissent le plus ont regardé la vidéo. Et maintenant, bah ça sert à rien de la laisser plus longtemps pour que les gens y aillent de leurs petits commentaires, de leurs petits jugements, de leurs petits avis. Alors, on dirait que je pleure, pas du tout, c'est juste que entre chaque coupure, je tousse ma race et je me détruis la gorge et les poumons et du coup j'ai des larmes carrément. En fait, il faut savoir qu'une vidéo YouTube, plus elle reste longtemps, plus des gens qui ne te connaissent pas vont la voir. C'est-à-dire que les 2 premières semaines, c'est ta commu vraiment de cœur qui va voir la vidéo. Au bout d'un mois, c'est les gens qui te connaissent d'un petit peu plus loin et après un mois, bah, c'est des gens qui te connaissent pas du tout. Et en fait, ça a plus d'intérêt de laisser cette vidéo là pour les gens qui ne nous connaissaient pas. En fait, ça n'a pas d'intérêt, ça les regarde pas entre guillemets. L'un comme l'autre, on s'est mangé des réflexions pas très agréables et je pense qu'on n'avait pas envie de laisser ces commentaires là et les laisser pulluler et en plus ça crée des débats entre les commentaires et tout et je pense que voilà, à un moment donné on l'a dit, on passe à autre chose. Maintenant, moi j'ai des comptes à régler. Alors évidemment c'est ça le plus frustrant, c'est que j'ai des comptes à régler, pas avec vous parce que les personnes qui regardent cette vidéo, je sais très bien que vous n'êtes absolument pas concernés, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que j'ai tellement vécu ça comme une injustice que j'ai besoin de m'exprimer et que on me laisse parler. Quand on a tourné la vidéo rupture, faut savoir que moi j'étais dans une démarche de me dire je ne veux pas être le cliché de la youtubeuse qui monétise sa souffrance. Je ne veux pas ressembler à, je suis désolée, mais à une candidate de télé-réalité qui vous met une miniature où je suis en pleurs en disant il m'a quitté, tu vois, en train de chialer. Et moi en termes de souffrance humaine, j'avais pas envie de faire ça et j'avais pas du tout envie que ce soit comme ça que ça se passe. Donc je me suis dit, en toute logique, je n'ai pas envie de jouer sur ma souffrance, donc je ne vais pas montrer que je suis mal et je vais montrer que je vais bien, que je fais des blagues, que je suis souriante et rigolote. Et ça a été super mal perçu. Et en fait je me suis retrouvée avec des commentaires qui disaient ah bah voilà, regardez comme elle a le petit sourire en coin, elle est bien contente d'avoir quitté Chris et de lui avoir brisé le cœur et elle va se faire par tout le YouTube game et des trucs abominables qui laissaient sous-entendre que c'était ma décision et que Chris souffrait. Alors là-dessus j'aimerais vraiment réexpliquer les choses une bonne fois pour toutes. Je n'ai pas quitté Chris. Il a amorcé la discussion, on a discuté, on était d'accord, on s'est séparés. Fin de l'histoire. Je comprends parfaitement quand on regarde le rendu de la vidéo, on voit une nana qui rigole, qui sourit, qui a l'air de bien le vivre et un gars qui a l'air vraiment hyper malheureux. En fait c'est juste que j'ai une énorme facilité à masquer mes émotions. C'est super simple pour moi de faire semblant que tout va bien, que je rigole, que je suis dans le meilleur des moods alors que au fond de moi je suis anéantie. Là c'était une volonté de ma part, c'est que moi j'avais pas du tout envie qu'on ait cette impression de je me lamente sur mon sort, regardez je suis triste, je suis malheureux, je suis séparée et de jouer là-dessus sur YouTube, je ne voulais pas faire ça. Je comprends que d'un point de vue extérieur on se dise ah elle a l'air de super bien le vivre et à côté Chris qui ne sait pas masquer ses émotions et qui n'a aucun filtre et qui ne sait absolument pas faire semblant dans sa vie, forcément quand on nous voit tous les deux on se dit ah bah c'est sûr elle est super heureuse et lui il est super triste. Et ce constat il a mené à un comportement que je trouve incroyable et que je n'avais pas vu venir. C'est-à-dire que moi de base j'avais très peur qu'on s'en prenne plus à Chris et j'avais très peur qu'on me reproche de ah bah voilà encore une youtubeuse qui joue ses désastres amoureux et tout ça et j'avais très peur qu'on me fasse cette réflexion qu'on m'a pas du tout faite. Donc la mission a été accomplie. En contrepartie, chose que je n'avais pas vu venir, c'est que j'ai eu droit à une vague de sexisme incroyable et de réflexions toutes plus misogynes les unes que les autres. Franchement c'est la première vidéo où j'ai dû supprimer 200-300 commentaires, quelque chose comme ça. Et en fait dans ces commentaires là, c'était essentiellement des commentaires ultra sexistes qui parlaient de moi en des termes ultra vulgaires et qui me prêtaient des intentions qui n'étaient pas les miennes. Je vais vous donner des exemples comme ça, ce sera plus parlant, mais j'ai reçu des commentaires en disant ah bah ça se voit, la petite salope, elle a envie de se faire par tout YouTube Game, je ne sais pas d'où ça sort. Mais en parlant en plus de sexualité, chose qui n'est absolument pas abordée dans la vidéo rupture et qui n'a absolument aucun lien, mais j'ai lu des commentaires en disant ah bah ça y est, elle va pouvoir se faire sauter par un tel, ah bah ça y est, elle va pouvoir aller sur machin, ah bah ça y est, elle va pouvoir aller machin. J'étais en mode mais je ne comprends pas quoi. Il y a eu des commentaires particulièrement odieux qui parlaient de moi en des termes que j'ai pas du tout appréciés, en me sexualisant énormément. Ah bah voilà, un nouveau bout de viande disponible sur le marché, enfin des trucs où je me disais mais aucun respect quoi. Il y avait plein de réflexions hyper sexistes en disant bah voilà, la sorcière qui brise le cœur d'un homme, de toute façon toutes des putes, toutes des salles.
Vraiment, je rigole, mais en réalité, j'en ai pas du tout rigolé, ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me suis dit, comment des mecs de 45 ans, parce que faut dire ce qu'il est, c'était pas des hommes de mon âge, c'était des hommes de 45 ans, 55 ans, comment des hommes de cet âge-là parlent en des termes aussi sexistes d'une gamine de 23 ans? Je ne comprends pas. Parce que, encore une fois, ils ont 20 ans, 25 ans de plus que moi. Ça pourrait être mon père, et ils me parlent comme si j'étais la dernière des salles. Ça déjà, ça m'a énormément énervée. Ça m'a fait beaucoup de peine. Aucune femme n'aime qu'on parle d'elle en ces termes-là. Et j'ai trouvé ça tellement injuste. Donc voilà, je me suis retrouvée en fait à devoir gérer des commentaires sexistes, des commentaires misogynes, des commentaires humiliants. Mon erreur, ça a été de faire genre tout allait bien. Je pensais sincèrement que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là. Maintenant, je me rends compte que non, ça l'était clairement pas et que j'aurais peut-être dû plus montrer la réalité des choses. Et peut-être que les gens auraient mieux compris qu'en fait, on est juste deux êtres humains qui ont profondément mal et qui essayent de faire les choses au mieux. Évidemment, on s'est retrouvé aussi face à plein de critiques de gens qui disaient ah bah voilà, ça se marie pour divorcer, mais quelle bande d'énormes merdes, franchement ça valait pas le coup, fermez vos gueules, vous auriez pas dû faire ça. Ça aussi c'est tellement injuste. J'ai 23 ans, c'est ma première histoire d'amour, est-ce que j'ai le droit de faire des erreurs ou pas? Je trouve ça fou. Aujourd'hui, on a l'impression que à 23 ans, tu dois être chef d'entreprise, milliardaire, avoir acheté une maison, avoir un chien, être marié et jamais faire d'erreur dans ta vie. Tu dois tout savoir faire alors que t'es un gosse. On a 100 ans dans une vie, pour les plus chanceux, pour apprendre, découvrir et faire des erreurs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que à la moindre erreur que tu fais, peu importe dans quel domaine de ta vie, bah t'es une énorme merde. Ah bah t'étais pas devant, comment t'as pas pu imaginer que ça allait arriver? Je pense que ça se sent à ma voix et je suis désolée, je suis un peu à fleur de peau, en plus je suis malade et tout, mais c'est tellement injuste de se faire juger par des gens qui attendent de toi que tu saches tout dans la vie. Et c'est évident que si j'étais médium ou si j'étais voyante ou si je pouvais prédire l'avenir d'une quelconque façon que ce soit, que si j'avais su qu'on en arriverait là, évidemment que je serais pas allée aussi loin dans ma relation. C'est le but de la vie, c'est qu'en fait, bah on sait pas. Moi, c'est ma première histoire d'amour. Il y a plein de choses que je connaissais pas, il y a plein de choses que je savais pas. Et j'ai appris en fait. Moi, aujourd'hui, je considère pas ce mariage comme une erreur parce que c'est un vrai mariage d'amour. Quand j'ai dit oui, je l'aimais plus que tout. J'étais persuadée et j'avais envie qu'on finisse notre vie ensemble. Maintenant, la vie fait que elle te met des énormes baffes dans la gueule et elle t'apprend des leçons. Et tu ne peux pas envisager quelque chose que tu ne connais pas à l'avance. Putain, je suis désolée, je pense que vous sentez, j'ai un peu de colère, un peu de frustration et c'est pas du tout contre vous, vraiment pas du tout, mais j'ai besoin de vider parce que putain, je m'en suis mangé des trucs dans la gueule ces 6 derniers mois et j'ai vraiment besoin, et peut-être que ça vous intéresse pas du tout, mais j'ai besoin de vider mon sac et j'ai besoin d'extérioriser les choses parce que en fait, je vois pas pourquoi je devrais rester là, m'en prendre plein la gueule et jamais rebondir dessus quoi. Je trouve ça particulièrement dur d'aller voir une nana ou un gars de 23 ans et lui dire mais t'es une énorme merde. Comment tu n'as pas su que ça allait pas marcher? Ça valait vachement le coup, t'es vraiment une énorme merde, hein. Regarde, tu es déjà divorcée. Bah oui, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'avais pas prévu, je pensais pas, je savais pas. Et j'apprends en fait. Voilà, ma première histoire d'amour, ça a pas marché. Bon, bah excusez-moi d'y avoir cru, excusez-moi d'avoir été peut-être un peu rêveuse, d'avoir peut-être été un peu trop enfantine sur certains points. Je voulais que ça marche, j'y croyais, j'ai fait ce qu'il fallait, ça n'a pas marché. Ça arrive, c'est comme ça, et on peut rien y faire. En fait, j'ai juste expérimenté l'amour. Je vous avoue que c'est un peu atypique de se retrouver à 23 ans et d'être divorcée. C'est même pas facile, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui ont vécu des histoires d'amour, enfin pas qui se passent mal, parce qu'en plus c'est pas que ça s'est mal passé avec Chris, c'est que juste on est arrivé au bout de notre relation. Fin de l'histoire. Je suis désolée, j'ai débité, j'ai été un peu, peut-être un peu agressive, et encore une fois c'est pas du tout contre vous, mais je pense que j'ai tellement accumulé que ça me fait du bien aussi de parler. Alors, on va continuer dans les questions qui va parler d'amour, comme ça après on change un petit peu de sujet. Il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce que vous vivez encore ensemble. Il y a pas mal de gens qui m'ont pensé qu'on faisait un fake. Pourquoi, je ne sais pas. On ne fait pas semblant, enfin je vois ce que vous voulez dire sur TikTok, je vois ce genre de truc où il y a des couples qui font semblant de plus être ensemble et en fait on découvre qu'ils sont toujours ensemble et tout, donc je comprends. Mais là ça n'est vraiment pas le cas. Alors pourquoi est-ce qu'on vit encore ensemble? J'avais essayé d'expliquer un petit peu dans la vidéo, mais je pense que ça a été très mal compris. Je vais le réexpliquer pour que les choses soient vraiment claires. Non, je mens pas, je fais pas semblant. Ça paraît fou de dire ça, mais non, c'est pas du fake. On vit encore ensemble à l'heure actuelle. Ça fait 6 mois qu'on est séparés pour une question financière. C'est-à-dire que la maison dans laquelle on vit, le loyer coûte un petit prix. Du coup, on a pris la décision que je garde la maison et en échange, bah lui, il doit trouver un autre appartement à Angers. Faut savoir que bah, c'est pas si simple le marché de l'immobilier. Tu trouves pas un appartement aussi facilement. Donc évidemment, on cohabite le temps qu'il trouve un logement et qu'il fasse les démarches et qu'il déménage et tout ça. Je me permets d'accepter cette situation parce que ça s'est très bien fini avec Chris et qu'il n'y a pas eu de drame ou pas eu de violence ou quoi que ce soit. Donc évidemment, c'est beaucoup plus simple de cohabiter avec son ex dans ces conditions-là. Même si on m'a demandé est-ce que c'est pas trop dur? Si, c'est très dur. Enfin ça va, on s'entend très bien. C'est pas la situation la plus évidente parce que je me sens plus chez moi en fait. D'où le fait que je ne tourne pas dans le salon, c'est qu'en fait je suis plus du tout à l'aise d'être à la maison. Je suis plus du tout à l'aise d'être chez moi et le seul endroit où je suis, bah, c'est ma chambre. Des fois je rentre chez moi, il y a des gens que je connais pas, je suis en mode ah,
Salut. C'est pas qui vous êtes, passez une bonne soirée. Je vais dans ma chambre, tu vois. Des fois ils tournent, des trucs comme ça et tout, donc c'est sûr que c'est pas évident tout le temps de cohabiter, mais ça se passe globalement très très bien. C'est aussi pour ça que je suis plus du tout chez moi. Je suis souvent sur Paris, je squatte chez Sora. Pauvre Sora et Ali, non. Non, c'est pas vrai. En vrai, j'ai squatté 2 fois, ça va. Je squatte chez Dooms, je vais voir ma famille, je prends des hôtels sur Paris. C'est vrai que j'ai eu 2 voyages aussi où j'ai pas été là pendant un moment. Bref, donc ça explique aussi le fait que je sois pas beaucoup à la maison. Globalement, ça va, ça se passe très bien. Et voilà, et puis il va certainement trouver un logement d'ici quelques semaines. Chacun reprendra sa vie de son côté. Autre question qui est extrêmement revenue, est-ce que j'ai gardé les chats? Oui, j'ai gardé les chats. C'est mes chats parce qu'en fait ils sont à mon nom. Et objectivement parlant, moi je suis beaucoup plus à la maison parce que je suis très très casanière. Et en plus de ça, on a vraiment un lien avec les chats qui est quand même plus proche que Chris pouvait avoir avec les chats. Donc ça coulait de source que je les garde. Donc oui, j'ai gardé les 2 parce que pareil, on m'a dit abandonner la femelle pour garder que le mâle. Mais tu es une merde. J'ai abandonné personne, j'ai gardé les 2. Ils sont chez moi, avec moi, les 2. Je les aime de tout mon cœur. Ce sont mes animaux d'amour. C'est mon fils, ma fille. Voilà. On a fait au mieux encore une fois pour les animaux plus que pour nous. Alors, on va pouvoir sortir un petit peu de tout ce domaine et on va s'attaquer aux amitiés. Parce que c'est vrai que j'ai fait quelques stories où je m'exprimais un petit peu sur le sujet de mes amitiés et de mes déceptions amicales. Et la question qui revient le plus, c'est où est Ambre? Je vous rassure, Ambre n'est pas visée dans les petits pics que j'ai des fois pu mettre en story. Alors, il y a eu un moment où on s'est éloigné, mais parce que en fait, elle a repris ses études, donc elle fait un master à Angers. Mais en fait, elle fait du 8h-19h tous les soirs et du coup, on peut jamais se voir. C'est-à-dire qu'elle est dispo que les week-ends, mais les week-ends, elle retourne chez son papa. Et en fait, il faut littéralement qu'elle sèche des cours pour qu'on puisse se voir parce que quand elle finit à 19h ou parfois même plus tard, elle est crevée en fait, elle a pas du tout envie de passer sa soirée dans un bar ou à venir chez moi ou moi qui squatte chez elle. Et elle a envie d'être tranquille, d'être posée et de réviser parce qu'elle est en master, donc évidemment elle doit beaucoup travailler. Comme elle est pas dispo la journée, elle peut pas non plus participer à des tournages, c'est pas possible. La journée elle est à la fac et la nuit je peux pas tourner à 22h les gars. C'est pas possible, il y a d'autres personnes et tout, il y a la prod, tout ça, enfin je peux pas demander aux gens de tourner le soir quoi. Donc c'est pour ça qu'on la voit plus sur les vidéos et qu'on voit plus trop ensemble parce qu'en fait le peu de temps qu'on passe ensemble, j'ai pas envie de faire une story Instagram pour dire regardez avec qui je suis. Non. Mais là on se voit un petit peu plus, on s'appelle plus, on s'envoie plus de messages et tout. C'est juste que toutes mes relations amicales ne sont pas publiques. C'est pas parce que vous voyez moins quelqu'un que je suis plus du tout amie avec cette personne, pas du tout. Il y a aussi la vraie vie des vrais gens quoi. Tout le monde n'est pas youtubeur disponible 24/24 en journée. Il y a des impératifs de temps, de planning, d'emploi du temps et des fois tu peux un petit peu moins voir les gens. Mais voilà, donc pas de souci avec Ambre, c'est toujours ma meilleure amie, il y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. On m'a posé la question, est-ce que tu as perdu des amitiés et est-ce que tu as perdu des amitiés avec des créateurs de contenu? Étonnamment, j'ai perdu absolument aucune amitié avec des créateurs de contenu. Ce qui est très étonnant parce que moi je m'attendais à ce que ce soit l'inverse. Je me suis dit, voilà, je me suis séparée de Chris, donc les gens qui étaient un peu amis avec moi par intérêt, ils vont partir. Et en fait, pas du tout. Je me suis énormément rapprochée de pas mal d'influenceurs, de youtubeurs qui ont été hyper présents pour moi, qui ont été inquiets pour moi et qui m'ont témoigné du respect et de l'amour. Je m'y attendais pas du tout. Donc pas du tout, j'ai perdu aucune amitié avec des créateurs de contenu. Je pense que vous l'avez vu avec Dooms, on est comme ça maintenant. On était déjà extrêmement proches parce que on était très copines, très amies, très impliquées dans la vie de l'une et de l'autre. Mais c'est vrai qu'après ma rupture, Flavie, elle a été tellement là pour moi. Les 3 premiers mois, c'est la seule personne qui me faisait tenir debout, quoi. Elle me faisait sortir, elle m'invitait sur plein de trucs, elle m'invitait chez elle. On a fait des tournages aussi trop cool, mais elle m'envoyait des messages tous les jours, on s'envoyait des TikTok, on prenait des nouvelles tout le temps. Cette période-là, j'ai tenu grâce à elle. Elle a été ma bouée. Et je suis extrêmement reconnaissante de l'avoir dans ma vie parce que Dooms, c'est vraiment, vous savez, le genre d'amitié. T'en as pas beaucoup des amitiés comme ça quoi. C'est un peu ma grande sœur quoi. On a un lien que je trouve incroyable et on se comprend hyper vite. Et en fait en amitié, moi je m'en fous de ton baratin. Me dire oh Emma t'es super, t'es géniale, je t'aime, on est super amis, je serai toujours là pour toi. Je m'en fous complet. Ce qui va compter pour moi c'est quand je vis un drame et quelque chose de très difficile, qui est là? Qui toque à ma porte en me disant Emma on t'a pas vu depuis une semaine, est-ce que tu manges? Emma t'es vivante? Emma je sais qu'en ce moment ça va pas du tout alors je t'ai acheté des chouquettes. Peu importe en fait, mais moi mes amitiés je les définis en fonction de qui est présent physiquement. Je m'en carre l'oignon que tu me fasses des déclarations d'amour, des promesses de je serai toujours là pour toi. Oui ça c'est trop facile d'ouvrir grand sa bouche et de jamais être là pour les autres. Pour la question de est-ce que j'ai perdu des amitiés, je dirais pas perdu des amitiés, c'est juste que il y a des gens que je pensais être mes amis qui sont en fait des copains de loin. En gros cette année moi j'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu mon mec et il s'est passé d'autres choses dans ma vie qui ont été un peu compliquées, ce qui fait que en 4 mois il m'est arrivé tout ça et
et ces gens-là le savaient, enfin je veux dire j'en parlais sur les réseaux sociaux, enfin c'est pas des informations que j'ai cachées quoi. Et je m'attendais à ce qu'il y ait du soutien ou tu vois, quand moi j'ai un ami qui vit quelque chose de très très difficile comme un deuil ou une rupture, tu vois, bah moi je serais la première à aller chez la personne, à lui changer les idées, à tu vois d'être là pour elle quoi. Et en fait bah j'ai été très étonnée, c'était que non seulement physiquement je ne valais pas la peine qu'on se déplace pour moi, et non seulement mon téléphone il était cassé visiblement parce qu'en 4 mois pas une notif, pas un coucou, pas une photo de chat, pas un reels, rien. Bah je vais pas mentir, évidemment ça fait très mal quand tu te rends compte qu'il y a des gens quand même que t'estimes un petit peu et en fait tu te rends compte que t'es rien pour eux. À part payer des coups à boire et être la meuf un peu rigolote, tu es une merde à leurs yeux, il y a pas d'autre mot. Ça fait très très mal au cœur. Mais en fait je me suis juste rendu compte que moi je considère des gens comme amis mais en fait eux pas forcément et que du coup bah on est juste potes de très loin quoi, connaissances tu vois. J'ai posé des questions à certaines personnes, j'ai eu des réponses, j'ai réattribué des nouveaux rôles, c'est-à-dire qu'une personne que je pensais être amie, maintenant c'est une connaissance. Ma famille a été ultra présente avec moi, c'est juste que je fais partie des personnes où j'arrive pas à guérir ou à aller mieux avec ma famille. C'est très bizarre mais ça me génère une angoisse, un stress et j'arrive pas en fait à régler mes problèmes au contact de ma famille. Dans ces moments-là j'ai vraiment besoin de mes amis qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas des amis, voilà. Et à l'inverse j'ai des gens avec qui moi je me considérais pas aussi proche que ça avec eux, qui ont été extrêmement présents et qui m'ont beaucoup proposé leur aide, que je n'ai pas accepté par pudeur. C'est parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à me confier ou à me montrer aussi vulnérable avec des gens justement que je considère pas amis à ce point-là. Donc au final il y a eu un peu une inversion, c'est-à-dire qu'il y a des gens que je pensais pas pouvoir considérer comme amis, qui sont rentrés dans ma vie comme des amis, et des gens que je considérais comme des amis, qui sont sortis de ma vie comme des connaissances. En fait ça a vraiment fait un tri dans ma vie et aujourd'hui bah, je suis très bien entourée. Et en fait cette petite traversée du désert en étant seule pendant 6 mois, ça a été une bénédiction. J'ai compris tellement de choses sur moi, je me suis mise à bosser sur moi, j'ai fait un travail personnel de fou. À chaque fois que j'ai énormément souffert dans ma vie, ça m'a permis de passer une nouvelle étape. En fait j'étais tellement au fond du trou que j'ai fait tout un travail d'introspection, j'ai bossé sur mes traumas d'enfance, j'ai fait ressortir des trucs vraiment très sombres et très violents, tu vois. Et ça a été franchement la meilleure chose qui pouvait m'arriver. C'est peut-être un peu masochiste, hein, mais la souffrance c'est mon plus grand moteur. C'est-à-dire que plus je souffre et plus je vais avancer dans ma vie et je vais aller loin. Et là j'ai franchi une étape de fou, je me suis libérée de plein de choses. Et en fait au final, je suis tellement reconnaissante d'avoir été seule parce que toutes ces nuits où je pleurais toutes les larmes de mon corps, ça m'a nourri un truc et un jour j'ai eu un déclic, j'ai pris un carnet où j'ai commencé à écrire toutes mes pensées, toutes mes émotions, toutes mes réflexions. J'ai commencé à retracer un peu le cours de ma vie, mes peurs, mes blocages. Fallait voir, hein, il y a des nuits, j'étais là, j'étais en larmes, avec de la musique triste en train d'écrire dans mon carnet. C'était digne d'un film, hein. Mais merci en fait. Vous m'avez anéanti, hein. Vous m'avez fait mal au cœur, vous m'avez vraiment brisé. Mais merci parce que maintenant je suis à une étape de ma vie où je suis encore plus forte. Et j'ai compris des choses de mon passé et tout qui me bloquaient et qui m'empêchaient d'avancer sur certains sujets. Aujourd'hui je peux passer au-dessus. Donc finalement, merci de m'avoir brisé le cœur, merci de m'avoir fait autant de peine et de m'avoir autant abandonné parce que avec vous bah j'aurais pas pu avancer quoi. Et c'est très triste mais c'est très vrai. Dans votre vie personnelle je pense que vous aussi vous devriez peut-être faire un tri parce qu'on se rend pas compte mais il y a des gens qui ne nous apportent rien et qui sont pas sains en fait pour nous. On m'a posé la question, est-ce que tu recommandes le voyage solo? Parce que pour ceux qui savent pas, je suis partie en Écosse avec Flavie, ça vous l'avez vu sur YouTube, et en plus de ça je suis partie à Londres une semaine toute seule. Il y avait plein de gens qui me posaient la question de mais t'as pas peur, mais c'est pas horrible de devoir partir seule, de voyager seule et tout? Et en fait pas du tout, c'est incroyable. J'ai passé une semaine de rêve, c'est-à-dire que je faisais ce que je voulais, quand je voulais, à l'heure que je voulais, je mangeais ce que je voulais, j'étais juste libre. Partir une semaine solo, je le recommande parce que ça fait un bien de fou. C'est-à-dire le matin, je me réveillais, je mettais mon casque, ma musique, je prenais mon sac et je me barrais pendant une journée entière, je visitais Londres, je m'arrêtais pour manger un truc, boire un truc, je faisais ce que je voulais et c'était tellement bien. Vraiment c'est quelque chose que je recommande et pour les filles qui m'ont demandé est-ce que c'est pas dangereux, honnêtement Londres, j'ai eu aucun problème, je me suis sentie super safe. Si vous passez l'épreuve de Gare du Nord, après Londres c'est easy, franchement c'est easy de fou. Donc non, je me suis pas sentie particulièrement en insécurité. Bon je pense qu'il y a des quartiers à éviter mais comme à Paname et comme partout tu vois, j'ai trouvé ça vraiment au contraire vraiment chill. Le solo trip c'est vraiment un truc que je recommande fortement. Les gens ont peur de s'ennuyer avec eux-mêmes ou de pas apprécier leur compagnie. À partir du moment où vous allez aimer passer du temps avec vous et que vous allez
apprécie votre compagnie, tout est fun. Je suis désolée, mais moi, ça paraît peut-être bizarre, mais je kiffe passer du temps avec moi. Je suis là, je suis dans ma chambre d'hôtel, tranquille, je me fais mes masques de beauté, j'ai commandé un verre de vin alors je ne bois jamais d'alcool, et je suis là à faire mes petits trucs et tout. Le lendemain matin, je pars, je vais manger une barbe à papa en regardant la Tamise. Je sais pas, je suis partie faire du vélo, je suis allée dans des parcs, j'ai visité des musées. Même un soir, je suis sortie dans un pub, il y avait un groupe d'anglais, ils m'ont accueilli, ils étaient en mode allez, viens avec nous, fais la fête et tout. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. En fait, ça vous rend tellement fort. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin des autres pour rendre le moment que vous êtes en train de vivre magique. Le simple fait de le vivre avec vous-même, votre moment il est magique. C'est beaucoup plus facile de le faire quand t'es pas chez toi. Par exemple, moi, ça me gênerait un peu plus d'aller manger au restaurant seule en France, tu vois. Mais quand t'es à l'étranger, t'en as rien à faire. Personne te connaît, personne te verra jamais. T'es anonyme, tu vois, tu fais ce que tu veux, tout le monde s'en fout et t'es un touriste parmi des milliers de touristes. Non, vraiment, le jour où t'apprends à aimer ta compagnie et à pouvoir être seule avec toi-même et kiffer les moments que tu passes, t'es indestructible en fait. Tu t'ennuies plus jamais dans ta vie. Et en plus de ça, t'apprends à vraiment savourer les moments que tu passes avec les gens. Et en fait, c'est marrant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, je suis constamment sur-sollicitée. C'est-à-dire, on m'envoie beaucoup de messages, on me demande beaucoup de trucs, on me demande beaucoup d'aller à droite, d'aller à gauche, de sociabiliser avec plein de gens. Et là, de partir comme ça une semaine et de calculer personne, ça a été incroyable. Ça a été une décharge énergétique de folie, quoi. C'est-à-dire, mon téléphone, j'ai prévenu tout le monde, je ne suis pas là, je ne répondrai plus. J'étais là, je me baladais, j'étais juste libre et j'étais en mode, j'ai rien à faire, là, je fais ce que je veux. Pour les personnes qui travaillent peut-être dans des domaines où il y a beaucoup de contacts clients, où vous êtes tout le temps sollicité, peut-être vous avez des enfants, ou tout le temps on vous demande des trucs et tout le temps vous voyez beaucoup de monde et vous êtes beaucoup dans des cercles sociaux, cassez-vous seul pendant quelques jours, vous allez voir, vous allez adorer. Ça va vous faire une détox incroyable. On m'a posé la question, est-ce que tu vas quitter la France? J'adorerais. En fait, quand je suis partie en Écosse, je me suis sentie tellement bien là-bas que j'avais dit sur les réseaux, oui, un jour peut-être, je pourrais vivre au Royaume-Uni. Et c'est vrai que c'est toujours dans mes projets parce que le Royaume-Uni, j'ai vraiment un atome crochu avec le Royaume-Uni. Je sais pas, je trouve les gens trop cool, je trouve la vibe incroyable, le mood, l'ambiance, enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez, il y a des lieux où on vibre à la même fréquence, tu vois. Et moi, le Royaume-Uni, on vibre à la même fréquence. On s'entend bien, quoi. Le seul problème, c'est que ça coûte extrêmement cher, c'est-à-dire que si tu veux un appartement tout seul à Londres, 2000 balles minimum, hein. Et Limbourg, pareil, c'est un peu cher et tout, donc la solution, ce serait de s'excentrer, mais là, ça devient un peu compliqué, tout ça, ça m'intéresse moins, j'aime plutôt les grandes villes et tout ça. Mais ouais, c'est clairement un projet, alors ce sera pas cette année, certainement pas l'année prochaine, mais si un jour je gagne énormément d'argent, que j'ai la possibilité de me casser, vivre à Londres, vivre en Écosse, vivre à Édimbourg, peu importe où en Écosse d'ailleurs, je pense que je saisirai ma chance. En gros, cette année, je me suis laissé une année pour apprendre à me connaître, savoir ce que j'aime vraiment, ce que j'ai vraiment envie de faire, et expérimenter plein de choses, peut-être voyager dans d'autres pays en Europe. Après, l'année prochaine, je ferai un bilan en 2026 et je me dirai, ok, t'es 25 ans, tu veux faire quoi de ta vie? Est-ce que t'as envie de tout abandonner et de te casser et vivre ailleurs? Est-ce que t'as envie de rester en France? Ça, c'est un vrai truc, hein. Faut savoir que j'ai passé 7 ans de ma vie en couple. De mon adolescence à aujourd'hui, 23 ans, j'ai toujours vécu en couple. J'ai jamais été célibataire. Et en fait, j'ai construit mon identité de jeune femme à travers mes relations amoureuses. De base, déjà, je fais beaucoup de mimétisme. C'est-à-dire que je vais me caler sur la personnalité des autres. Alors en couple, encore plus. Et plus j'étais jeune et plus je faisais du mimétisme, parce qu'en gros, je voulais tellement que l'autre personne m'aime, je voulais tellement être la meilleure copine possible pour l'autre personne, qu'en fait, j'essayais d'être ce que la personne attendait de moi, ou d'être comme la personne. Donc je pouvais calquer un peu ma personnalité, mon identité, mes envies, mes goûts en fait, sur la personne avec qui je partageais ma vie. Le souci, c'est que du coup, j'arrive à 23 ans et je ne sais pas qui je suis. Je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que je veux, je connais pas ma personnalité, je connais pas mes désirs profonds, et j'ai tellement pensé nous pendant 7 ans que j'ai jamais appris à penser je. Du coup, je me retrouve toute seule à pouvoir faire tout ce que je veux de ma vie, mais je suis là en mode, alors nous on voulait faire ça, mais je ne sais plus. Du coup, c'est tout un travail de déconstruction et de reconstruction pour faire ma connaissance. Et pour savoir qui je suis quand je suis seule, quoi. Et d'ailleurs, je suis persuadée que ça, c'est la plus grande leçon que je dois apprendre dans mes relations amoureuses. Je dois apprendre à être moi-même dans mes relations amoureuses pour enfin être aimée comme je suis et pour pouvoir m'épanouir dans une relation. Je me force à être une version de moi qui n'est pas moi. Je m'oublie complètement et du coup, je peux pas être 100% épanouie dans une relation. Voilà. C'est très deep ce que je vous raconte, mais je pense que ça peut vraiment faire écho et parler à des jeunes femmes qui sont dans mon cas. Je suis sûre qu'il y a plein de jeunes femmes comme moi qui à 23 ans quittent une relation
garçon de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans et qu'elle se retrouve paumée comme moi. Donc bienvenue au club des paumés déjà. Et je pense que c'est intéressant de parler de ça parce que ça arrive tellement souvent. Déjà il y a toute cette recherche de qui on est et je vais parler pour les femmes parce que je sais pas comment ça se passe pour les hommes, mais il y a aussi cet apprentissage de la féminité. C'est-à-dire que tu passes de l'adolescence à tu te diriges vers les 25 ans où tu deviens une femme pour de vrai. Et en fait entre 18 et 25 ans, personne t'explique comment devenir une femme, comment expérimenter ta féminité, comment devenir la femme que tu es. Et je trouve que c'est un travail et un chemin qui est vraiment compliqué. C'est pas tu te lèves un matin et ça y est, tu passes de l'enfant à la femme. Ça n'arrive pas, ça n'existe pas. C'est tout un processus long, c'est des erreurs, des souffrances. Mais pareil pour les hommes, passer du petit garçon à l'homme, ça doit être aussi très perturbant et déroutant. Tout ça pour vous dire à la base que je me laisse un an où je me laisse vivre, où je voyage, je réfléchis, j'apprends à me connaître. Et l'année prochaine, je fais un peu un bilan de tout ça. Et possiblement que je déménagerai et que je quitterai la France. J'en ai très envie en ce moment, mais voilà, faut voir aussi. À la fin de l'année, j'en aurai toujours envie. Je vais répondre à cette question, même si elle est très personnelle et que ça ne concerne personne. Mais je vais y répondre parce que j'ai entendu des choses quand même à mon propos qui étaient un peu fausses et qui m'ont un peu fait mal au cœur. Est-ce que j'ai un petit copain? Est-ce que j'ai retrouvé l'amour? Est-ce que j'ai un petit ami? Est-ce que j'ai une copine? Non. Non, non, non et non, je suis célibataire. Vraiment célibataire. Seule. Non, non, vraiment, il y a absolument personne dans ma vie en ce moment. Donc les rumeurs de elle sort avec machin, elle couche avec machin, et nanani, nanana, c'est faux. Je suis vraiment solo. Dans mon lit, dans ma tête, dans mon cœur. Je flirte pas. C'est calme plat, le désert, vraiment. Et c'est très bien. Vraiment, c'est très très bien. Je l'ai un peu mal vécu ces derniers temps parce que le fait que je sois passée de couple à célibataire, il y a une sexualisation. On m'a sursexualisée sur certains sujets. Ça m'a pas trop fait plaisir, quoi. Des fois, je recevais des commentaires ou des messages en me disant ah bah ça y est, elle est célibataire, elle va pouvoir en sucer de la bite. Déjà je trouve ça fou de parler comme ça, hein, mais bon. Ou des messages en mode ah bah ça y est, elle est célibataire, elle va pouvoir baiser, faire plein d'expériences, amuse-toi, éclate-toi. Et des fois des trucs encore plus trash, hein, vraiment d'une violence incroyable. Bah déjà j'aime pas du tout qu'on parle de moi de manière aussi vulgaire. En fait ça me met très mal à l'aise qu'on parle de ma sexualité, qu'on parle de mes relations amoureuses, ça me met très mal à l'aise. Surtout que vous ne savez pas par quoi je suis passée. Vous savez pas si sexuellement j'ai pas des traumas, si j'ai pas juste pas envie, enfin voilà. Donc non, je n'ai personne, je ne vois personne, je ne fréquente personne, je ne parle à personne. Il y a une autre question, c'était est-ce que tu te sens prête à te remettre en couple et tout ça. Premièrement je vis avec mon ex. Je vois pas dans quel univers de la galaxie Terre un être humain accepterait de sortir avec moi alors que je vis avec mon ex. C'est impossible. Là actuellement c'est juste que de toute manière ça ne peut pas se faire. Bah en fait j'en sais rien. C'est-à-dire que moi je ne cherche pas parce que ça fait du bien aussi de souffler, de penser à soi, de vivre pour sa gueule, de manger quand on a envie, de faire ce que tu veux, de n'avoir de compte à rendre à personne. C'est quand même assez agréable de ne plus penser aux hommes. Désolée messieurs, c'est pas contre vous, mais ça libère beaucoup d'espace mental de se focus sur sa gueule. D'être égoïste et de penser à son sport, son taf, sa famille, ses amis et pas être là en train de te dire qu'est-ce qu'il a voulu me dire dans son message, est-ce que ça veut dire qu'en fait il a envie qu'on se voit, mais non. Ça fait du bien d'être vraiment libéré de la tête et d'être focus sur soi-même. Maintenant, je suis pas fermée à faire des rencontres, je suis pas fermée à tomber amoureuse. En fait, je vais rien provoquer, mais si la vie me met sur mon chemin l'homme de ma vie, je vais pas non plus dire ah non, ah bah non, j'en veux pas. Donc c'est juste je ne cherche pas, je provoque pas. Maintenant si je tombe amoureuse, bah grand bien m'en fasse quoi. C'est marrant parce que je suis plus romantique maintenant que je l'étais avant. C'est dommage. Je suis devenue un peu une amoureuse de l'amour. Je sais pas, il y a un truc où je trouve ça mignon l'amour. Sûrement aussi parce qu'il y a des choses qui me manquent. C'est plus facile d'apprécier ce qu'on a perdu que de savoir apprécier les choses quand on les a. Voilà. Il y avait une autre question un petit peu en rapport avec ça, c'est accepterais-tu de te remarier? Très bonne question. Je pense que oui, j'accepterais, mais par contre ça serait la plus grande preuve d'amour que je pourrais offrir à quelqu'un dans ma vie. Parce que maintenant, si j'accepte de me remarier, je le fais en connaissance de cause. Je sais à quel point le mariage, c'est pas du tout ce qu'on nous montre. Et que le mariage, comme le fait de vouloir avoir des enfants, c'est des étapes dans un couple qui sont des épreuves. C'est un challenge. Le mariage, c'est pas un accomplissement, c'est pas une fin, c'est le début des emmerdes. Non, je peux pas dire ça parce qu'évidemment c'est pas vrai pour tout le monde, mais en fait c'est une étape dans un couple qui va changer ta façon de voir les choses, qui va changer les perspectives de ton couple, que ça soit toi ou ton partenaire d'ailleurs. Ça remet tellement tout en question, c'est tellement un symbole puissant et fort que ça peut mettre en danger les couples. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un mariage sur deux qui finit en divorce. Hein. C'est pour ça qu'on dit oui, il faut pas se marier trop jeune, et aujourd'hui, je le comprends, excusez-moi d'avoir été bête, un jeune couple aura vécu moins d'épreuves qu'un couple qui est ensemble depuis 10-15 ans. Globalement, ça veut dire que si
t'es en couple depuis 15 ans avec la personne, que t'as eu des enfants, que t'as vécu des situations de crise, je sais pas, par exemple une faillite, une période de chômage très compliquée, le décès de quelqu'un de très proche, enfin tu vois, des épreuves vraiment compliquées qui pourraient mettre à mal ton couple, bah en fait toutes ces épreuves-là, elles vont consolider ton couple, et si à chaque fois tu arrives à passer au-dessus et que ton couple se porte bien et que ça va pas altérer la santé de ton couple, alors oui, le mariage ça va être de la gnognotte. Mais en fait, si t'as pas vécu de traumatisme, si t'as pas vécu de grandes périodes de crise, vraiment de crise, bah le mariage ça va être ta première crise. Et là, bah forcément, si tu te maries jeune, bah t'es en mode je ne sais pas comment ça se passe, je sais pas gérer, là j'ai pas les clés en main, j'ai pas les ressources pour trouver la solution à tous ces problèmes là maintenant. Je pense qu'il y a que les personnes qui sont mariées qui peuvent comprendre et voir à quel point un mariage ça change vraiment ton couple. C'est vraiment un double risque, je trouve, de se marier jeune, parce que non seulement tu vas traverser une crise parce que ça va changer ta perception du couple, ça va changer ta perception de plein de choses, ça va amener un lot de problèmes que t'avais pas du tout imaginé, et en plus de ça, tu te maries à une période quand même, toi tu te construis, tu te développes et tu connais rien à la vie. Je me suis mariée à 21 ans, il est évident que je n'ai pas la maturité émotionnelle d'une personne de 45 ans. Mais c'est normal, et on apprend, on fait des erreurs. Et en fait, t'as une période aussi où tu sors de l'adolescence, tu deviens un adulte, même toi tu te reconnais pas d'une année à l'autre. La Emma 21 ans, la Emma de 18 ans et la Emma de ses 22 ans sont des personnes radicalement opposées à celle que je suis aujourd'hui. En fait, chaque année, c'est vraiment une nouvelle version, une mise à jour de qui on est. En 3 mois, t'as radicalement changé d'avis sur plein de trucs, t'as radicalement changé de mood, de façon de penser. Scientifiquement, je pense qu'il y a tellement de chamboulements hormonaux, physiques, psychologiques, tout ça en même temps. Ouais, je pense que se marier très jeune, c'est un double challenge. C'est un challenge personnel, un challenge de couple. Et j'aimerais rajouter autre chose. Je parle aujourd'hui, je débite. Il y a eu quelques commentaires qui me disaient, oui, voilà, cette nouvelle génération, vraiment, quelle bande de petits cons, au lieu de réparer un couple, ils jettent, c'est de la fast fashion, voilà, ils s'en foutent, ils font plus d'efforts. Je suis pas du tout d'accord. Vraiment pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses, parce que déjà, premièrement, quand il manque une pièce à ton vase cassé, tu peux essayer de le réparer, il va continuer à fuir parce qu'il manque des pièces. Tu peux pas toujours réparer ce qui est cassé, c'est pas possible. Je trouve cette mentalité un peu dangereuse, ça laisse penser aux gens que tout est réparable, que tout peut se résoudre dans la vie, et c'est un peu culpabilisant, et je pense sincèrement qu'il y a des choses qui ne se résolvent pas. Alors, dans ces commentaires-là, ils prenaient exemple de nos grands-parents, de nos parents. Bah moi, si je prends exemple de mes grands-parents, je suis intimement convaincue que ma grand-mère, elle a eu une vie de femme malheureuse, une vie vraiment sexuelle malheureuse, et une vie émotionnelle malheureuse. Et je ne souhaite pas aux gens de vivre ce que ma grand-mère a vécu. Même quand on regarde un peu des revues de Lina, vous voyez, documentaires d'époque, il y en avait un comme ça, on demandait aux femmes, est-ce que vous avez déjà pensé à divorcer? Les femmes disaient oui, et on leur disait, mais pourquoi vous n'avez pas divorcé? Ah, mais parce qu'on se serait fait péter la gueule par notre mari, c'est interdit de divorcer. Ah, mais parce qu'il y avait les enfants. C'est ça, du coup, le modèle que les gens ont envie de retenir. C'est, ah, avant c'était mieux, parce que les femmes n'étaient pas libres de partir quand elles en avaient envie. Moi, je suis désolée, mais je pense que au contraire. Là, si on était restés ensemble, concrètement avec Chris, ça veut dire que de mes 23 ans jusqu'à mes 85 ans, j'aurais été malheureuse en amour. Et Chris, pareil. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est beau, c'est que t'es plus obligé de subir, t'es plus obligé d'avoir une vie de malheur, t'es plus obligé de passer ta vie à rêver du prince charmant que t'aurais pu avoir au lieu d'épouser Gilbert qui te cogne ou qui te parle mal ou qui te fait des trucs horribles, quoi. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, ça puisse choquer que voilà, les nouvelles générations, bah, ils aient 10, 15, 20 relations. Je comprends. Quand il y a un couple qui se sépare, surtout quand c'est ta première relation amoureuse, je trouve ça un peu dur en fait de dire ah vous avez même pas essayé de réparer. Déjà premièrement les gens en savent rien, les gens ne connaissent pas vos relations, ils peuvent pas savoir si vous avez essayé de réparer. Deuxièmement, je pense qu'on mérite tous d'être heureux et qu'on mérite tous de trouver la personne qui est vraiment compatible avec nous et qui nous rend heureux. Et je trouve ça plus malheureux et encore plus triste encore de rester avec une personne que tu fais souffrir et qui te fait souffrir. Je peux comprendre par religion ou par éducation qui vont te dire bah non, une fois que t'as choisi quelqu'un, même si t'es malheureux, faut rester avec la personne. Moi je trouve ça triste et c'est pas ma vision de l'amour parce que pour moi l'amour c'est plus que ça et c'est plus beau que ça et tout le monde mérite d'être aimé et d'aimer. Moi je suis persuadée que ça vaut plus le coup de rompre avec quelqu'un pour se laisser à tous les deux l'opportunité de trouver notre bonne personne. Moi je lui souhaite de trouver la bonne personne et je me souhaite aussi de trouver la bonne personne. Les gens se rendent pas compte que c'est très difficile de trouver la bonne personne du premier coup. Tu peux pas la trouver du premier coup parce que t'apprends, tu grandis, tu te rends compte que l'amour c'est pas aussi simple que ça, tu te rends compte que l'amour ne fait pas tout, tu te rends compte qu'il y a des épreuves qui sont plus dures
dur à supporter que d'autres. Tu te rends compte qu'il y a des concessions que t'es pas prêt à faire, mais que tu pensais que tu pouvais faire. Et voilà, et tu mûris, tu grandis avec la personne aussi, et surtout à nos âges à nous, quoi. Ce que j'essaye de vous dire, c'est si on essayait de juger un petit peu moins les gens, de comprendre un peu plus leur parcours de vie, et même si c'est un parcours de vie qui te convient pas, tu vois, juste essayer d'être un petit peu plus bienveillant et un peu plus dans la compréhension que dans le jugement. Je vais vous dire, vous ne savez pas ce qui vous attend, vous aussi, je vous souhaite le meilleur, mais on ne sait pas, parce que moi j'avais pas prévu ça, on ne prévoit rien de toute façon dans la vie, on ne choisit rien. Voilà, vous pouvez pas savoir ce qui va vous arriver, donc au lieu de juger les autres en permanence, ce serait peut-être bien de redescendre un petit peu, de se concentrer sur sa vie finalement. La question quand même qui est revenue un petit peu, c'était est-ce que je vais reprendre Twitch? Pour le moment non, parce que je me sens pas très à l'aise en ce moment à faire du direct et tout, je suis pas spécialement dans le mood, puis en plus je vis pas seule et tout, donc c'est un peu compliqué, je suis un peu moins dans l'ambiance, tout ça. En plus de ça, j'ai un écran qui s'est cassé, il faut que je refasse 2-3 trucs au niveau du setup et tout, donc pour l'instant non, mais peut-être cet été ou septembre prochain, ou peut-être que dans l'année je vais vraiment avoir envie de reprendre les streams et dans ce cas-là avec plaisir. Et en ce qui concerne du coup YouTube, pour le moment écoutez, moi je kiffe ce que je fais quoi. Pour moi YouTube c'est pas un truc que j'ai envie de faire seule, ça m'intéresse pas d'allumer ma caméra et faire des concepts rigolos seul. Moi ce que j'aime c'est partager un vrai moment avec des copains, et c'est ce qui fait que les vidéos sont aussi incroyables. C'est qu'en fait c'est mes amis, donc quand je tourne une vidéo cuisine avec Dooms, il y a vraiment un côté très personnel et très intime, parce qu'en fait on est amis, et pareil avec Sora, ou alors des gens avec qui on n'est pas forcément amis, mais on a vraiment une connexion, une symbiose, et ça matche bien, tu vois. Moi j'ai envie de continuer là-dessus, j'ai envie de faire des vidéos avec des gens, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de passer du bon temps. Il y a des projets assez cool qui arrivent, évidemment d'autres enquêtes paranormales, ça j'adore, je continue. Je m'épanouis vraiment là-dedans et je kiffe faire... C'est vraiment les vidéos un peu plus produites de la chaîne que j'adore faire. Je vais continuer à faire des vidéos un peu chill, et de temps en temps je vous sors une vidéo un peu plus produite, un peu plus pro, un peu plus quali. Moi sur ma chaîne j'ai pas envie de partir sur des productions de zinzin déjà, parce que je n'ai pas les moyens, parce que c'est pas ce qui me fait le plus kiffer en fait sur YouTube. Je pense qu'il y a d'autres chaînes qui font ça mieux que moi, avec plus de budget, qui sont plus intéressantes à regarder, et moi j'aime bien notre esprit un peu famille, un peu communautaire, un peu on est entre nous, on fait nos petites blagues et tout ça, tu vois. Moi j'aime trop cette ambiance un peu YouTube de l'époque, tu vois, fit and fun, tu te poses, la vidéo elle est chill, y a pas, c'est pas trop compliqué à comprendre, tu vois. Mais ça n'empêche qu'une fois de temps en temps, j'aime bien vous sortir un projet un peu plus produit. Là j'ai quelques idées de trucs assez sympas, donc cette année il y aura des trucs un peu chouettes quoi. Là pour vous en dire un petit peu plus, il y aura pas de vidéo les 2 prochaines semaines, tout simplement parce que cette vidéo là sort le mercredi 18, le mercredi d'après c'est le mercredi 25, le jour de Noël, voilà, et le mercredi d'après c'est le 1er janvier. Donc c'est bien, c'est que on va enchaîner sur le 25, vous êtes tous en famille, vous vous exposez le bidon, vous ouvrez vos cadeaux, donc pas sur YouTube, avec le 1er de l'an où vous allez être défoncé, anéanti, fatigué, et vous ne seriez pas sur YouTube. Donc le 25 et le 1er il y aura pas de vidéo, et on se retrouve le 8 pour une prochaine vidéo. Attention, j'ai dit vous allez être défoncé tout ça mollo. Nouvel an, ça veut pas dire on fait n'importe quoi non plus. Regardez, moi je ne bois pas, et je m'amuse très bien quand même aux soirées. C'est le moment de votre petite déclaration d'amour annuelle bien sûr. Je ne pleurais pas cette fois-ci, je ne pleurais pas. Merci infiniment parce que cette année encore une fois ça a été une année incroyable, on a fait des projets de fou, il y a eu la première enquête paranormale, vous l'avez accueilli à bras ouverts, il y a eu des vidéos très drôles. Cette année vous avez été hyper... vous m'avez grave supporté, ou vous avez porté les projets avec moi, c'est un truc de fou à quel point vous êtes impliqués dans ce que je fais sur YouTube, et je vous en remercie du fond du cœur. Et évidemment cette année il n'y a pas eu que des moments très sympas, et tout à l'heure j'ai parlé de tous les trucs négatifs et de tous les commentaires pas agréables que j'ai eu, mais bien entendu 95% des commentaires que j'ai reçus c'était de l'amour, c'était du soutien. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent un peu maintenant, qui ont vu que j'allais vraiment pas bien et que j'ai vécu des mois très compliqués. Ah non hein. Ah non! Et toute la vidéo on a le smile là, ça va pas du tout hein. Il y en a certains d'entre vous qui ont vu que ça a été très compliqué, j'ai failli me faire hospitaliser, j'ai demandé de l'assistance, hein, j'ai demandé de l'aide et tout. Et vous avez été incroyable, vous m'avez protégée, vous avez été là pour moi, vous m'avez montré un soutien incroyable, vous m'avez donné beaucoup de force, beaucoup de conseils. Et franchement il y en a pas mal avec qui on discutait sur Instagram, et il y a des petites nanas du même âge que moi qui vivaient la même situation que moi, on était là en mode la vie c'est de la merde. Et en vrai on se soutenait les unes les autres, et on partageait nos expériences, et on se disait à quel point on était fortes et tout, et on s'est donné beaucoup de courage, beaucoup d'entraide. Et voilà, et vraiment merci infiniment, parce que ces 6 derniers mois il y a eu des passages, ça a été très compliqué, et clairement vous avez été un moteur pour moi. Si je continue à tourner des vidéos YouTube, c'est vraiment parce que c'était mon moment de bonheur, c'était le truc que j'attendais dans la semaine quoi, et lire vous, enfin bref, ouais, je vais arrêter,
Ce que je voulais vous dire, c'est merci infiniment. Merci du soutien, la bienveillance, merci de l'amour. Vous êtes hyper protecteurs et je trouve qu'on a créé un truc vraiment positif. Je l'espère en tout cas. Je vous aime. Très fort, vraiment très très fort. Vous avez toujours une place très très importante dans ma vie. Et surtout que maintenant, il n'y a plus de mecs. Alors vous êtes number one dans ma vie. Merci infiniment et je pense que vous pouvez pas imaginer à quel point vous êtes important, à quel point vous m'avez sauvé à certains moments. Je vous aime très très fort. Je trouve qu'avec les années, on construit quelque chose de beau, quelque chose de puissant et je vous en suis très reconnaissante. Bah c'est tout, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pleurer, j'ai pas envie. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura pu répondre à beaucoup de vos interrogations. J'étais très heureuse de pouvoir discuter avec vous et vous raconter tout ça. Bref, c'est toujours un petit peu le moment dans l'année où on se parle un peu à cœur ouvert, on se raconte des choses et ça fait du bien de temps en temps de s'ouvrir comme ça. Merci encore à ExpressVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez le lien en description et que vous avez grâce à ce lien 3 mois gratuits. Et moi je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite un joyeux Noël en avance, un joyeux nouvel an et on se retrouve en 2025 pour la suite de nos aventures. Je vous embrasse très très fort. Bisous.